accueillir maintenant Manon Fantino, qui est diététicienne nutritionniste. Cette ancienne championne de ski alpin est actuellement en master à l'Institut de recherche clinique de Montréal, au sein de la clinique de lipides, nutrition et prévention cardiovasculaire. Elle a effectué un travail déterminé pour connaître le meilleur régime à observer en cas de chylomicronémie multifactorielle. Alors, il s'agit d'une maladie complexe à composante multifactorielle, qui est définie en fait par une valeur importante du taux de triglycérides sanguins et qui expose à des risques de pancréatite aiguë, de douleurs abdominales et de risques cardiovasculaires augmentés. Bref, c'est une maladie qui impacte à la fois le pronostic à long terme et la qualité de vie. Et donc, je laisse sans plus tarder la parole à Manon. Bonjour Manon. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. J'aimerais donc aussi remercier les membres du comité organisateur de ce congrès de me permettre de présenter mes premiers résultats de recherche aujourd'hui. Donc, mon étude a vraiment porté sur la comparaison de deux diètes chez des sujets atteints de chylomicronémie multifactorielle. Donc, tout d'abord, j'ai aucun conflit d'intérêt, que ce soit lors de mon projet ou alors avec la présentation d'aujourd'hui. En quelques mots, qu'est-ce que c'est la chylomicronémie multifactorielle? C'est donc une dyslipidémie, un trouble au niveau du métabolisme lipidique, où on va voir généralement une augmentation des VLDL, donc c'est des lipoprotéines à très basse densité, mais aussi les chylomicrons. Donc ces deux lipoprotéines-là sont responsables du transport des lipides. Les triglycérides vont aussi être très élevés, donc ils vont se retrouver au-dessus de 10 millimoles par litre. Pour vous donner une ordre d'idée, la normale se retrouve à 1,7 millimoles par litre. Donc, on est vraiment bien au-dessus de la normale. C'est une maladie qui est polygénique et multifactorielle. C'est ce qui fait que c'est vraiment une maladie qui est complexe. On a une prévalence qui est de 1 patient sur 600, mais cette prévalence peut vraiment varier en fonction des facteurs secondaires. Donc, comme facteur secondaire, on va retrouver l'obésité, une diète qui est riche en lipides et aussi en glucides simples, les diabètes non contrôlés, ainsi qu'une consommation excessive d'alcool. Au niveau des manifestations et des complications de cette pathologie-là, on retrouve en premier lieu les douleurs abdominales qui vont toucher bien plus de 20% de ces patients-là. On peut avoir également des nausées, des vomissements, mais aussi la pancréatite. Donc les pancréatites, c'est quelque chose qui peut être récurrente et surtout fatale pour certains de ces patients-là. Donc, la chylomicronémie multifactorielle fait partie de cette grande famille de dyslipidémies. Donc, d'après la classification de Frederickson, on va en avoir 5 principales. La type 5, qui est la chylomicronémie multifactorielle, est peut être souvent confondue avec la type 1. Donc ça, c'est la chylomicronémie familiale. On va voir que les lipoprotéines, donc les chylomicrons, vont être dans ces deux pathologies-là assez élevées. La prévalence est beaucoup plus rare pour la dyslipidémie de type 1. Tout simplement parce que son bagage génétique, son héritage génétique vient d'une mutation qui est homozygote. Alors que pour la chylomicronémie multifactorielle, ça va être un bagage génétique d'une mutation hétérozygote, ou alors plusieurs SNP, donc des scores polygéniques. Au niveau du traitement, les patients donc, qui ont une dyslipidémie de type 1, on va vraiment se concentrer sur la diète. On va leur enlever totalement les gras car ils ne sont plus capables de les métaboliser. Pour la type 5, c'est plus compliqué. On va avoir comme traitement cible le contrôle de la diète, mais aussi le traitement des facteurs secondaires avec la médication. Donc, qu'en est-il au niveau du traitement nutritionnel? Pour le traitement nutritionnel de la dyslipidémie de type 1, donc cette chylomicronémie familiale, on le sait très bien, on va diminuer, donc c'est vraiment une diète restreinte en lipides, moins 15% des lipides sur l'apport total qu'on va demander aux patients. On va utiliser aussi les huiles MCT, donc à triglycérides à chaîne moyenne, et une recommandation d'oméga 3. Pareil pour les hypertriglycéridémies. Donc, qu'est-ce qu'on entend par hypertriglycéridémie? C'est simplement les patients qui ont des triglycérides au-dessus de la valeur normale, donc au-dessus de 1,7 millimoles. Puis, les lignes directrices, encore une fois, sont très claires. Perte de poids, réduction de la consommation des glucides simples, recommandation des oméga 3 et diminution de la consommation d'alcool. Cependant, pour la dyslipidémie de type 5, on va avoir aucune ligne directrice très claire. C'est ce qui nous amène donc à notre problématique. Étant donné qu'on n'a pas
d'approche nutritionnelle déterminée pour ces patients-là, il est important de trouver, ça serait quoi les meilleures recommandations nutritionnelles à donner. Il y a une très forte prédisposition à développer cette maladie-là, donc que ça soit avec les facteurs secondaires ou alors que ça soit des prédispositions génétiques. Puis, donc comme on l'a dit, c'est vraiment une pathologie qui n'est pas du tout bénigne. Elle va augmenter le risque de pancréatite, mais surtout peut doubler le risque de maladie cardiovasculaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. Au niveau les objectifs de cette étude, donc, on s'est vraiment concentré sur c'était quoi les effets d'une diète qui était faible en lipides versus une diète qui était faible en glucides sur la concentration des triglycérides en fonction de la présence d'une mutation hétérozygote de la LPL chez ces patients-là. La mutation hétérozygote de la LPL, on s'est concentré sur cette mutation, donc de la lipoprotéine lipase, tout simplement parce qu'au Québec, c'est celle qui est la plus prévalente. Au niveau de la méthodologie, donc, nous avons inclus tous les patients, hommes et femmes, qui étaient âgés de plus de 18 ans, qui avaient des triglycérides supérieurs à 10 millimoles par litre au moins une fois dans sa vie et qui se maintenaient tout au long de sa vie au-dessus de 6 millimoles par litre. Au niveau des critères d'exclusion, on a exclu toutes les autres dyslipidémies, donc type 1, type 3, etc. Les personnes qui présentaient des pancréatites, donc de moins de 6 mois, des changements importants, que ce soit dans le traitement, la médication, l'activité physique, ou alors un changement important de poids. L'alcoolisme, on l'a défini aux personnes qui n'étaient pas capables de consommer moins de 2 consommations d'alcool par semaine. Les régimes spécifiques, les femmes qui présentaient des grossesses ou alors qui avaient des suppléments alimentaires, un problème de santé grave, donc une espérance de vie moins d'1 an, puis toute personne qui avait un IMC au-dessus de 40 kg par mètre carré. Ici, c'est pour vous présenter un petit peu le schéma donc, de notre protocole, comment on l'a commencé. Les patients commençaient avec une période de stabilisation au moins de 2 semaines. Donc, juste avant cette période-là, on allait évaluer leur alimentation avec un questionnaire de fréquence. On leur prenait leur prise de sang, pression artérielle. Une fois qu'ils étaient rentrés dans le protocole, ils commençaient donc avec la première visite. On reprenait exactement les mêmes valeurs, donc prise de sang, pression artérielle, le tour de taille, le poids. Puis on leur indiquait, on leur donnait un premier menu à suivre pour les 3 prochaines semaines. Donc ils avaient une rencontre avec la nutritionniste. Ça se faisait de manière aléatoire. Soit un patient commençait par une diète qui était faible en gras, soit il commençait par une diète qui était faible en glucides. Il faisait cette diète-là pendant 3 semaines, donc on le suivait avec des rappels de 24 heures puis des suivis téléphoniques. À la fin de ces 3 semaines, il arrivait pour sa deuxième visite. Donc encore une fois, il avait un questionnaire à remplir, prise de sang, pression artérielle, le poids, le tour de taille était repris, puis il avait un repas test. Donc il était à jeun, on lui donnait un repas qui correspondait à la diète qu'il avait suivie pendant 3 semaines, puis on regardait comment évoluaient les triglycérides tout de suite après un repas. Une fois qu'il avait fini cette visite-là, il était donc en période de pause qui durait 2 semaines avant de recommencer une deuxième diète. Donc s'il avait commencé par une diète qui était faible en glucides, il allait terminer par une diète qui était faible en lipides. Donc là, on voit vraiment les 2 diètes qui sont séparées, puis à chaque fois, on faisait les mêmes tests pour les 2 diètes. Ici, c'était comment étaient composées nos diètes. Donc, au niveau de la diète qui était faible en glucides, qu'on va aussi appeler les low carbs, on avait 45% de lipides, 35% de glucides et 20% de protéines. Donc, les protéines représentaient 20% de l'apport total journalier, les glucides 35, puis les lipides 45. Au niveau de la diète qui était faible en lipides, on avait exactement la même proportion quantité de protéines, mais la quantité de glucides, cette fois, était bien plus élevée. Donc, on était jusqu'à 60% de l'apport journalier, puis les lipides représentaient seulement 20%. Pour donner une comparaison, les dyslipidémies de type 1 sont traitées avec des diètes qui sont en dessous de 15%. Donc là, on était un petit peu plus permissif. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que ce soit qu'avec la diète qui était faible en lipides ou faible en glucides, on respectait vraiment les recommandations standards, notamment pour les acides gras saturés. L'apport était tout le temps en dessous de 9%. Au niveau des résultats, donc les résultats qu'on a eus, ici sont les résultats pour les participants qui ne disposaient pas, donc qui n'avaient pas de mutation hétérozygote de la LPL. On peut voir, on avait seulement donc 5 patientes pour ce groupe-là, un âge moyen de 50 ans, puis un IMC à peu près de 34,5.
Ici, c'était vraiment intéressant de voir donc cette ligne en rouge que vous pouvez voir, c'est le seuil critique pour les pancréatites, qui est à peu près de 5,6 millimoles par litre pour les triglycérides. Les gens qui sont au-dessus de ce seuil-là ont beaucoup plus de risques d'avoir des pancréatites. Ici, on peut voir vraiment le niveau des triglycérides, que ça soit donc avant la diète puis après la diète. Pour la diète donc faible en glucides, la diète low carb, puis la diète qui est faible en lipides. On peut voir que ça soit avec la diète faible en glucides ou faible en lipides, malheureusement, on passe jamais en dessous de ce seuil-là, bien qu'on ait quand même des diminutions importantes des triglycérides, donc 42% de diminution pour la diète qui était faible en lipides et 49% de diminution des triglycérides pour la diète qui était faible en glucides. Donc on a une légère, on a une efficacité qui est un petit peu mieux pour la diète qui est faible en glucides dans ce groupe-là. Pour les patients, cette fois, qui disposaient d'une mutation hétérozygote de la LPL. Donc, on avait 7 patients, on avait un âge moyen de 53 ans pour ce groupe-là et un IMC de 31. Bien que cet IMC soit un petit peu plus bas que l'autre groupe, il n'y a pas de différence statistique entre les deux. Puis là, on peut vraiment voir qu'avec la diète qui était faible en lipides, on a réussi à diminuer donc le taux de triglycérides en dessous du seuil critique des pancréatites. Donc, on a eu une diminution de 65% avec une diète pendant 3 semaines qui était faible en lipides, comparé à une diminution de 46%. Donc là, on peut vraiment voir que la diète qui est faible en gras, faible en lipides, donc la low fat, avait été environ 1,5 fois plus efficace que la diète faible en glucides. Ici, c'est les résultats donc de nos repas tests. Comment les triglycérides évoluaient tout de suite après un repas dans le groupe qui n'avait pas de mutation. On peut voir que tout le temps, les triglycérides sont assez élevés et ne passent jamais en dessous de ce seuil de 5,6. Comparé donc avec le groupe qui avait une mutation, cette fois, la diète faible en gras, on arrive à maintenir les triglycérides tout de suite après un repas en dessous de ce seuil. Donc ça, c'était quand même très important. Puis on voit vraiment donc notre p-value, notre différence est significative entre les deux diètes. Ici, c'est juste pour vous montrer la comparaison de ces deux résultats. Donc pour le groupe avec mutation et le groupe sans mutation, on peut vraiment voir quand même que le groupe avec mutation réagit beaucoup mieux à la diète que le groupe sans mutation. Au niveau de la conclusion et discussion de cette étude, on peut vraiment voir que 5 patients sur 7 ont réussi à abaisser leur triglycérides, donc leur niveau de triglycérides, en dessous du seuil critique pour les pancréatites, qui était de 5,6 millimoles par litre, avec la diète faible en gras. Alors que pour les patients qui ne comportaient pas de mutation hétérozygote de la LPL, on voit seulement 2 patients sur 5 qui passent en dessous de ce seuil, et cette fois avec la diète qui est faible en glucides. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que nos menus étaient isocaloriques, puis le poids des patients était stable tout le long du protocole. Donc la diminution de ces triglycérides est vraiment due à l'impact de ces diètes-là, et pas à une perte de poids ou un changement qui a été dû à une activité physique ou à une perte de poids. On peut donc conclure que c'est des conseils nutritionnels qui sont efficaces et fiables pour les patients atteints de chylomicronémie multifactorielle si on prend en compte la mutation que portent les patients. Forcément, donc, cette étude comporte aussi des forces et des limites. Les forces sont que c'était une étude croisée randomisée, ça veut dire que chaque patient faisait les 2 diètes. Donc l'une après l'autre, séparée tout le temps d'une période de 2 semaines, mais chaque patient était son propre témoin, donc faisait les 2 diètes à chaque fois. Nous avions des repas tests pour voir l'évolution des triglycérides tout de suite après un repas. Il y avait un dépistage génétique qui était fait donc pour tous nos participants. On respectait les lignes directrices, donc les recommandations nutritionnelles, notamment pour les acides gras saturés, que ce soit avec la diète qui était faible en gras ou faible en sucre. Les plats, on avait beaucoup de plats qui étaient préparés surgelés, donc ce qui aidait à l'adhésion des recommandations pour tous les participants, bien que ça ne soit pas une étude qui soit contrôlée. Les menus étaient adaptés pour chaque participant. Donc, au niveau des aversions, des allergies, on a vraiment bâti des menus qui correspondaient à chaque participant, encore une fois, dans le but d'augmenter l'adhésion à ces recommandations-là. Et il y avait un suivi qui était régulier. Donc, on les appelait toutes les semaines, il y avait des rappels de 24 heures et des questionnaires à remplir.
Au niveau des limites, donc malheureusement, on dispose de peu de participants. Nous n'avons pas pu terminer notre recrutement dû à l'épidémie, donc on est resté seulement à 12 participants pour toute cette étude. C'est ce qui peut peut-être aussi justifier des fois notre manque de significativité au niveau des patients. On a des données donc subjectives concernant les relevés alimentaires. Encore une fois, c'est ce que le patient nous rapporte. On n'a rien pour objectiver ce que le patient nous dit au niveau de son ancienne alimentation. La résistance à l'insuline périphérique n'a pas été évaluée. Donc ça, on ne peut pas savoir si sur ce point-là, il y avait des avantages à suivre une diète plutôt que l'autre. Et l'adhésion aux consignes est toujours incertaine et incontrôlée dans les études nutritionnelles de ce type-là. Puis nous évaluons pas non plus le maintien à long terme. Donc là, c'était une diète qui était seulement sur 3 semaines. Le protocole au total était sur 11 semaines, mais on ne sait pas quels seront les effets sur du long terme. Ça serait peut-être quelque chose aussi certainement à regarder. Donc, pour conclure cette présentation-là, j'aimerais remercier la Fondation Yvan Morin, l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal, puis le réseau de recherche de la CMDO de m'avoir aidé dans ce projet. J'aimerais aussi remercier donc tous les membres du laboratoire du docteur Sophie Bernard, sans qui cette étude n'aurait pas pu être réalisée. Puis pour conclure, donc tous les membres du congrès ICPS de ce fabuleux travail et de nous permettre de présenter ces résultats malgré la situation actuelle. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Merci Manon. Donc, on va passer à la série de questions. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez contrôlé la masse musculaire des patients soumis aux deux types de diètes, puisque le poids était stable? Est-ce qu'on a regardé si en fait, la composition corporelle en termes de masse grasse et de masse maigre était sensiblement la même? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas du tout de différence entre les deux diètes? Ou est-ce qu'on peut imaginer que, avec par exemple la diète riche pauvre en lipides par exemple et un peu plus riche en sucre, et par exemple il y a une perte de masse ou un gain de masse grasse et une perte de masse musculaire? Alors, on l'a vérifié effectivement, on avait pris donc les mesures de ça à chaque fois que les patients venaient à l'Institut. Il n'y avait pas de différence significative. Il y a eu une diminution du poids, mais qui était légère, donc tout le temps en dessous de 5% de perte de poids, donc qui n'est pas considéré comme significatif. Puis au niveau, pareil, de la masse grasse ou la masse maigre, il n'y avait pas de différence significative avant et entre les deux diètes ou avant et après. C'était une étude qui s'est faite seulement sur 3 semaines, donc les participants faisaient la diète seulement sur 3 semaines. Peut-être que dû au fait que c'était quand même assez court, on voyait des effets sur les triglycérides, car ils varient beaucoup, mais après sur la masse grasse et la masse maigre, il nous aurait fallu peut-être plus de temps pour voir des effets sur ça. Est-ce qu'il est prévu maintenant que vous fassiez la même étude sur un échantillon de patients un peu plus important et sur une durée un peu plus longue? Alors actuellement, par manque de moyens, on va s'en tenir à ces résultats-là, mais c'est sûr qu'il serait intéressant aussi de regarder pour les autres mutations et de regarder donc avec différents pays, parce qu'au Québec, c'est vraiment la mutation de la lipoprotéine lipase qui est plus prévalente. Mais dans les autres pays comme l'Espagne, on peut voir des personnes qui comportent plus une mutation de l'ApoA5. Donc ça serait intéressant de voir si en fonction de la mutation, il y aurait des différences encore aussi à faire. Donc oui, c'est sûr que d'autres études sont à prévoir sur ce sujet-là. Ce qu'on comprend, c'est qu'en fonction de l'absence ou de la présence de la mutation, finalement, la stratégie thérapeutique n'est pas la même en termes de diète. Est-ce que ça veut dire que dans le futur, ou même d'ores et déjà, il faut imaginer faire une recherche de mutation pour décider en fait de la stratégie thérapeutique non médicamenteuse à adapter? Alors, tout à fait, parce que à l'heure actuelle, vraiment, avec les connaissances qu'on a, puis surtout au vu des résultats de cette étude, on peut vraiment voir qu'il y a une grosse différence, qu'avec les personnes qui comportent une mutation hétérozygote, une diète qui est faible en gras serait vraiment plus bénéfique pour ces patients-là. De plus, les patients, donc ça c'était les résultats avec nos cohortes aussi, on a vu que les patients qui comportaient des mutations hétérozygotes, que ce soit la LPL ou ApoA5, ont des risques de pancréatite qui sont bien plus élevés que les gens qui ne comportent pas de mutation
hétérozygote. Donc ça, c'est important à savoir parce que le traitement ne sera pas du tout le même si le risque est un petit peu ou plus ou moins fort de pancréatite. Donc ça, c'est évident que la première chose à faire dans des cas d'hypertriglycéridémie comme ça, un dépistage génétique serait vraiment fortement conseillé. Est-ce que vous savez, alors sur la base de cette étude ou sur la base d'autres études, quelle est la diète la mieux tolérée en fait, sur la durée? Est-ce que les patients adhèrent plus ou moins bien en fait, à chacune de ces diètes? Parce que c'est important Alors, aussi. oui, c'est extrêmement important. Forcément, ça, on a beaucoup plus de mal à l'évaluer. Surtout, c'est que cette diète-là n'était pas non plus aussi restrictive que certaines diètes qui sont étudiées, comme on peut penser aux diètes keto ou les diètes vraiment très restrictives. On sait qu'elles ont du mal à être suivies. Après, ces diètes-là sont toujours un petit peu, les diètes qu'on a appliquées pour notre étude sont un petit peu plus permissives. Donc, ce qui nous laisse à penser, au moins à imaginer que ça serait plus facile pour les patients d'adhérer à des recommandations comme ça. Mais encore une fois, en nutrition, c'est un petit peu le nerf de la guerre de s'assurer que ces recommandations-là soient suivies sur du long terme. Très bien. On dit on dit chilo-micronémie ou kilo? Je pense que les deux façons sont totalement acceptables. Ici, on dit plus Ok, chilo-micronémie, mais je crois que je me suis trompé alors. micronémie. Ok. Alors je regarde s'il y a des questions. Effectivement, il y a une question d'un ou d'une internaute. Quel était le vécu des patients? Alors, on en a parlé du coup. Difficulté à suivre les diètes. Peut-être quelques informations qualitatives. Ouais, on en a un petit peu parlé. Est-ce que vous aviez d'autres Oui, suggestions sur ce? c'est des questionnaires justement d'adhésion à la fin de chaque période expérimentale ont été remis aux patients donc pour savoir s'ils avaient eu des difficultés à les suivre, s'ils avaient eu des problèmes, des complications, des douleurs. Les diètes qui étaient faibles en lipides, puis pour les patients donc, qui comportaient des mutations hétérozygotes se sentaient beaucoup mieux. Donc, avaient un ressenti de plus d'énergie, de moins de douleur, de moins de complications, etc. au niveau du transit. Donc, ça, c'était quand même quelque chose qui est... les diètes ont été vraiment très appréciées de ces patients-là. Après, c'est sûr, il y avait beaucoup de suivi, puis beaucoup de personnalisation de la diète pour chaque participant en fonction des aversions, des allergies, etc. Mais avec cet échantillon-là, on a eu quand même beaucoup de bons retours sur les deux diètes. Mais voilà, en fonction des groupes, c'est vrai que la diète qui était faible en gras était beaucoup mieux tolérée que pour les autres. Très bien. Donc, pour un gastro-entérologue, en termes de recommandations, vous préconisez alors plutôt de tenter en fait une intervention nutritionnelle plus que finalement l'adjonction d'un extrait pancréatique ou d'une enzyme, d'une lipase. Quel est Je votre... pense Oui, je vous laisse... alors après, voilà, moi j'ai vraiment un background beaucoup plus nutritionnel qu'autre chose. Donc oui, parce que quand même, on le voit pour les dyslipidémies de type 1, il y a pour l'instant, il y a eu quelques essais de thérapie génique au Québec qui ont très bien fonctionné, mais par manque de moyens, on ne peut pas l'appliquer encore aujourd'hui. Donc actuellement, le traitement pour les dyslipidémies de type 1, c'est vraiment la diète, exclusivement la diète. Pour les types 5, oui, on peut traiter médicamenter les facteurs secondaires. Mais s'il y a moins de facteurs secondaires, ça dépend vraiment tout le temps du contexte. Mais un patient qui comporte peu de facteurs secondaires, puis qui a vraiment seulement une hypertriglycéridémie, donc au-dessus de 10 millimoles par litre, on peut vraiment, là, dans ce cas-là, se concentrer, je pense, plus principalement sur les diètes que sur un traitement, car les traitements n'ont pas encore euh, ne marche pas non plus à 100% sur tous les patients. Donc oui, en première stratégie, je pense que la nutrition, au vu de ces résultats, serait peut-être à penser en premier lieu. Très bien. Donc merci pour, pour cette belle présentation et pour ce travail remarquable.